Alors, toujours dans la série Survivre à la mort parce que la vie continue, je m'entretiens à nouveau avec Maître Mélissa Blais. Nous avons parlé ensemble de testament et cette fois-ci, nous allons parler de procuration et de mandat de protection. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'une procuration? Donc, une procuration générale, c'est une procuration, en fait, c'est un document dans lequel on vient déléguer certains de nos pouvoirs à une personne qu'on nomme. Alors, on est apte, mais on décide de déléguer certains de nos pouvoirs parce que physiquement, on est limité, parce qu'on est en déplacement à l'extérieur du pays ou juste parce qu'on souhaite délaisser l'administration de nos biens pour la confier à quelqu'un. En fait, c'est ça, une procuration. OK. Alors là, on ne parle plus de testament, là. C'est vraiment de mon vivant, je dois m'absenter pour 6 mois, exemple à l'extérieur du pays, et je nomme quelqu'un qui va payer mon loyer, mon électricité, etc. C'est bien ça. C'est ça? OK. Maintenant, une procuration bancaire, est-ce qu'on peut... Pourquoi on ferait une procuration bancaire? Une procuration bancaire, ce que c'est, en fait, c'est un document que l'on signe auprès de l'institution financière. Donc, si on va à la caisse, à la banque, eux ont des formulaires qui nous font remplir. Alors, cette procuration bancaire-là permet à la personne qu'on nomme d'intervenir sur les avoirs qu'on a seulement à cette institution financière-là. OK. Alors que la procuration générale donne des pouvoirs sur la totalité de nos biens, peu importe l'institution financière, permet même de contacter les autorités fiscales, d'aller chercher du courrier, donc d'intervenir sur tous les pouvoirs qu'on a dans l'administration de nos biens. En fait, c'est la différence entre la procuration générale et la procuration bancaire. Alors, la procuration bancaire, il y a des pouvoirs qui sont limités, là. Oui, strictement aux avoirs qu'on a à l'institution financière où on a signé la procuration bancaire. Est-ce que ça veut dire que la personne qu'on a nommée comme procurateur, il ne peut pas jouer dans nos placements ou ces choses comme ça, là? Avec la procuration bancaire, oui. Donc la personne peut intervenir si on a des placements à l'institution financière où on a signé la procuration bancaire. OK. La procuration générale donne des pouvoirs sur tous nos biens, peu importe l'institution financière. OK. Alors, il n'y a pas de limite. OK. Donc, c'est important d'avoir une procuration bancaire aussi. Bien, en fait, la procuration générale permet d'éviter d'avoir une procuration bancaire parce que la procuration générale vient donner des pouvoirs sur tous les biens, peu importe l'endroit où ils sont situés. Donc, il faut avoir énormément confiance aussi en la personne qu'on nomme. Très important parce que c'est un chèque en blanc, donc on permet à la personne de faire tout ce que nous, on fait. Alors, donc, il faut que ce soit utilisé avec parcimonie, tant et aussi longtemps qu'on est capable de gérer nos affaires puis qu'on n'a pas besoin d'utiliser la procuration générale. On la garde de notre côté, on contrôle le document. Donc, on fait en sorte qu'il y ait juste une copie en circulation puis que c'est nous qui la détiennent. Donc, de cette façon-là, on peut la remettre lorsqu'on en a besoin à la personne qu'on a nommée. Toutefois, si on n'a pas besoin de cette procuration générale-là, on la garde de notre côté. OK. C'est plus avisé. OK. Est-ce que la loi impose une forme particulière à respecter là, dans la rédaction de la procuration? Parce que je sais que sur Internet, parfois... parce que j'ai quand même fait des recherches, il y a des choses qui sont déjà comme toutes faites. Il s'agit de mettre les renseignements. Est-ce vraiment important? Parce qu'il faut faire attention à Internet. Oui, c'est ça. La procuration générale, en fait, on parle toujours de procuration générale. Alors, la loi n'impose pas de formalité particulière. Donc, ça peut être fait d'à peu près n'importe quelle façon, donc avec témoin, sans témoin, notarié. Toutefois, les intervenants vont souvent exiger une forme particulière, surtout si c'est une procuration générale. Alors, les intervenants étant les institutions financières, compagnies de placement, puis tout ça, donc à ce moment-là, ces intervenants-là vont souvent demander que ce soit une procuration qui est notariée pour être certain que la personne est consciente de ce qu'elle signe, de ce qu'elle a signé, de la portée que ça a, qu'elle avait la capacité, puis que c'était bel et bien la bonne personne qui a signé le document. Donc, ça va être souvent les intervenants qui vont exiger que le document soit fait sous la forme notariée.
Vous avez peut-être répondu à la question, mais je la repose quand même. Quand est-ce qu'on peut utiliser une procuration générale? On a parlé, bon, on s'en va loin à l'extérieur du pays pendant 6 mois, 1 an. Oui, oui. Mais il y a sûrement d'autres situations aussi. Oui, oui, oui. Lorsqu'on est limité physiquement, donc une personne qui a eu un accident ou qui est à mobilité réduite, qui veut avoir de l'aide, donc que quelqu'un puisse aller faire des commissions pour elle ou faire différentes interventions. Donc, Transaction à la banque ou à la caisse. Absolument, absolument. Donc, avec la procuration générale, elle pourrait le faire. Et il y a des gens aussi qui, à un certain âge, décident de ne plus gérer leurs choses, puis disent, bien moi, j'ai plus l'énergie, je trouve ça compliqué, puis ça me tente plus, donc j'aimerais que telle personne m'accompagne dans l'administration de mes choses. Donc, j'ai fait une procuration générale et cette personne-là peut intervenir à ce moment-là dans l'administration des biens là, de la personne. Je trouve bien que j'aime beaucoup votre réponse parce que ça me rappelle mes parents. Maman ne voulait rien savoir, justement, d'administrer. OK? C'est toujours papa qui l'a fait, puis elle ne voulait rien savoir. Puis elle avait bel et bien dit à mon père, si tu décèdes avant moi, là, il va falloir trouver quelqu'un qui va administrer à ma place. C'est un bel exemple. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens, moi, qui viennent me voir, qui disent, bien, moi, ça ne m'intéresse pas, je veux plus, ça me tente plus de m'occuper de ça à mon âge. Donc, comment est-ce que je peux permettre à mes enfants de me représenter? Puis, ça permet aussi aux gens de quand même garder un œil sur ce qui se passe, parce que les enfants, bien, c'est un travail qui est fait en collaboration. Donc, la procuration générale permet ça. Et lorsqu'on parlait de maladie, c'était maladie physique et non mentale. Non, effectivement. Ça, c'est bien important. Oui, la nuance est très, très, très importante. Donc, la procuration générale s'applique lorsqu'on a notre aptitude mentale, mais qu'on décide de déléguer certains de nos pouvoirs. Ce qui n'est pas la même chose pour le mandat de protection. Oui, dont on va parler un petit peu plus tard dans l'entrevue. Doit-on être prudent avec une procuration générale? Oui, comme on se disait tout à l'heure, donc ça donne beaucoup de pouvoir. C'est une procuration qui est générale. Alors, la personne qui a entre les mains la procuration générale peut faire tout ce que nous, on peut faire. Hein? Alors, donc, effectivement, que ça donne beaucoup de pouvoir parce que la procuration générale sous-entend qu'on a notre aptitude mentale. On exerce un contrôle sur les interventions qui sont faites par notre procureur. Donc, on demande de se faire une reddition de compte, on demande d'avoir un suivi. Donc, on suit, en fait, ce que le procureur fait. Donc, c'est plus avisé parce qu'effectivement, que ça donne beaucoup de pouvoir. Il y a une limite que la loi prévoit, en fait, lorsque on est procureur pour quelqu'un. On ne peut pas donner des biens qui ne nous appartiennent pas. Donc, les donations sont interdites. Alors, on ne peut pas délibérément dire, bien, on administre de l'argent de quelqu'un d'autre, puis de dire, bien, moi, je vais me faire un chèque de 10 000 cet argent-là ne m'appartient pas. On ne peut pas faire de donation de biens qui ne nous appartiennent pas. Donc, toute dépense qui est faite, ça prend des pièces justificatives. Oui, exactement. OK. Est-ce qu'on devrait placer cette procuration-là dans le testament ou ça? C'est deux choses complètement différentes? En fait, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Puis ça, souvent, les gens vont me poser la question puis ils me disent, bien là, dans le testament, est-ce qu'on prévoit la procuration? Donc, c'est deux documents qui sont totalement différents. Donc, le testament s'applique au moment du décès. La procuration s'applique alors qu'on est vivant. Oui. Donc, c'est deux documents qui sont totalement différents, distincts, indépendants l'un de l'autre. OK. D'accord? Alors, on peut, au moment où on fait notre testament, décider de faire une procuration, mais ce ne sera jamais des documents qui vont être combinés. Ça va toujours être deux documents qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. Moi, j'imagine que c'est la même chose avec le mandat de protection qu'on appelait anciennement en cas d'inaptitude, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui arrive toutefois, c'est que la procuration générale, maintenant, souvent dans les documents notariés, elle est combinée avec le mandat de protection. Donc, souvent, ces documents-là sont joints, mais sont totalement indépendants et différents du testament. OK. Oui, moi, je me souviens, lorsque j'ai fait mon testament notarié, j'en ai profité pour faire justement une procuration et le prochain sujet dont on va parler, le mandat de protection ou le mandat en cas d'inaptitude. C'est ça. Mais c'est traité différemment. Distinctement. Parce que les deux derniers, le mandat et la procuration, c'est parce qu'on a... on est vivant. On est vivant, puis on prévoit en cas d'incapacité physique et peut-être mentale avec le mandat d'inaptitude. C'est ça. Je pense qu'on va régler ça ensemble, là. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le mandat de protection?
je le répète, avant, on disait en cas d'inaptitude. Oui. Le mandat de protection. C'est tout nouveau. En fait, le terme mandat de protection, Oui. là, c'est depuis, oh mon Dieu, le 1er décembre 2015, je crois. Ah Bon, oui, j'espère c'est que la récent date que est... ça? Oui, c'est tout récent. Tout récent avec l'adoption du nouveau Code de procédure civile du Québec. Oui. Alors, donc, le mandat de protection, ce que c'est un document dans lequel on vient prévoir, en cas d'inaptitude mentale, qui va s'occuper de nos biens. Alors, donc, c'est un document qui s'applique lorsqu'il y a vraiment une inaptitude mentale qui est diagnostiquée par un médecin et un travailleur social. Donc, ça implique qu'il y ait là, des professionnels de la santé qui viennent attester du fait qu'il y a effectivement une inaptitude mentale. OK. Alors, lorsqu'on parle d'inaptitude mentale, on peut penser à l'Alzheimer. L'Alzheimer est un bon exemple. Les gens qui font un AVC, les gens qui sont dans le coma, ça peut être un jeune aussi qui a un accident de voiture et qui se retrouve dans un état vraiment de mort cérébrale ou en fait dans un état végétatif. Donc, il y a plein de scénarios possibles, en fait. Il peut être rédigé sous quelle forme? Un peu comme la procuration, est-ce qu'il en existe? Ou, Oui. Donc, la loi est venue établir 2 formes pour le mandat de protection. Donc, il peut être fait devant 2 témoins. Ou il peut être fait notarié. Donc, c'est les 2 formes acceptées pour le mandat de protection. Donc, on ne parle plus d'holographe, là? Non, on ne parle plus d'holographe. OK. Devant 2 témoins qui doivent signer le mandat? Oui, les témoins, en fait, sont témoins à la signature du mandat, donc de la personne qui fait le mandat. Donc, ils doivent signer en même temps devant le mandat, donc à la même date, au même moment. OK. Oui. Donc, le mandat de protection devant témoin, souvent, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'il y a des formulaires qui sont disponibles à différents endroits, dans les librairies, donc, qui sont des formulaires devant 2 témoins. Alors, ces formulaires-là doivent être bien remplis pour qu'on puisse les utiliser. OK. Est-ce que chez vous, à l'étude, on peut... vous en avez ou... Non. Non, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est des mandats qui sont notariés. OK. OK? Donc, qui sont combinés avec la procuration générale. Parce que le mandat qui sont achetés en librairie ou à quelque autre endroit ne contiennent pas de procuration générale. Donc, c'est strictement des mandats de protection. OK. Est-ce que le mandat de protection peut être utilisé dès que arrive l'inaptitude de la personne à gérer ces choses-là? Le mandat de protection est soumis à une procédure qu'on appelle la procédure d'homologation. Donc, on ne peut pas utiliser un mandat de protection tout de suite à partir du moment où survient l'inaptitude. Il y a une procédure judiciaire qui doit être entreprise. OK. La première étape, c'est d'obtenir les évaluations médicales et psychosociales. Donc, du CLSC, ou on peut le faire aussi au privé. Mais juste l'obtention des évaluations médicales dans le système actuel, ça peut prendre de 6 à 12 mois. Avant d'obtenir l'attestation du médecin et du travailleur social, comme quoi il y a une inaptitude mentale. Parce que c'est pas nous qui jugeons de la capacité d'une personne, c'est le médecin qui va venir attester de ça. Oui, parce que nous, on est impliqués émotivement, donc... Puis on n'a pas les compétences pour venir juger de ça. Et on ne peut pas juger de l'inaptitude de quelqu'un après 1 ou 2 rencontres. Là. Non, c'est ça. C'est impossible, à moins que ce soit d'une évidence extraordinaire. Donc, c'est le médecin de famille qui va venir attester de ça et le travailleur social qui rencontre à plusieurs reprises la personne et l'entourage, donc qui vient faire des rapports. Lorsque ces rapports-là sont faits, ils sont envoyés au notaire et le notaire fait une procédure d'homologation. Donc, ouvre un dossier à la Cour supérieure, fait différentes interventions pour, à la toute fin, avoir un jugement qui va venir rendre le mandat applicable. Donc, c'est seulement au terme de cette procédure-là que le mandat de protection va pouvoir être utilisé. OK. Est-ce qu'il y a des limites qui sont exigées par rapport au pouvoir du mandataire? Non, en fait, il n'y a pas tant de limites. Bien, ça dépend toujours, en fait, du mandat. Il faut toujours revenir à la base. Il faut regarder le document, qu'est-ce qui est prévu à l'intérieur du document. C'est sûr que les mandats qui sont faits sur formulaire sont souvent moins détaillés que ce qu'on a, que la forme notariée où on va venir prévoir plus de pouvoir. Oui, j'imagine. Mais toujours, je vous ramène à ce que je vous ai mentionné dans la procuration, le mandataire ne peut pas donner des biens qui ne lui appartiennent pas. Donc, il ne pourrait pas donner, il doit utiliser les sommes d'argent qu'il gère pour le bien-être de la personne qui est inapte. Et non pas pour lui ou elle-même. Exactement. OK. Pardon.
C'est quoi son rôle exactement là, du mandataire? Oui. Le mandataire, en fait, lorsqu'il y a une inaptitude qui est mentale, doit couvrir 2 volets. En fait, il doit assurer l'administration des biens de la personne qui est inapte, mais il doit aussi assurer le bien-être de la personne. Donc, tout le volet médical, hébergement, donc s'ajoute à l'administration des biens. Donc, c'est une prise en charge qui est faite de la personne inapte qui est totale. Okay. Alors, le mandataire va le représenter pour l'administration de ses biens, mais va pouvoir le représenter pour les rencontres médicales, va pouvoir placer en hébergement, prendre des décisions aussi au niveau médical. Alors, c'est vraiment une prise en charge qui est totale sur tous les volets de l'être humain, là. Oui, j'imagine s'assurer que la personne reçoive toute l'aide nécessaire à cause de sa condition, qui peut être à la fois physique et mentale. Effectivement. Parce que c'est pas... on n'est pas des spécialistes dans tout. Encore une fois, est-ce que là aussi, c'est important de prévoir une certaine rémunération pour la personne? Toujours pertinent. Toujours, d'autant plus pertinent pour le mandat de protection. Moi, souvent, ce que je dis aux gens que je rencontre, le testament dont on parlait tout à l'heure, dont on parlait dans notre autre entrevue, en fait, le règlement d'une succession, ça peut durer 1 an, 1 an et demi, mais l'homologation, un mandat homologué, une inaptitude, ça peut s'échelonner sur plusieurs années, donc 5, 6, 7, 8 ans. Alors, la personne est en poste pendant toutes ces années-là, et à la toute fin, au décès, des fois, cette personne-là n'est même pas héritière, ou si elle hérite, bien, elle va hériter dans la même proportion que les autres qui n'ont pas eu cette charge-là. Donc, c'est important, pendant le mandat, de prévoir une rémunération annuelle, donc un montant forfaitaire. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, mais en plus aussi le remboursement des dépenses et des frais de déplacement pour remercier la personne de nous prendre en charge. Moi, je pense que c'est essentiel. OK. Bon, je suis en forme, je fais ma procuration, je fais un mandat de protection. J'ai toujours une aptitude en tête. C'est ça dans ma génération. Je peux changer d'idée, je peux décider de changer de mandataire. Si j'ai toute ma tête encore, s'il n'y a pas de problème, ça, c'est possible de le faire. Oui, les documents peuvent toujours être changés en cours de route. Là, on les fait, mais des fois, la situation évolue, nos relations avec les gens évoluent aussi. Donc, c'est toujours des documents qui peuvent être modifiés. Effectivement, il faut avoir notre aptitude là, au moment du changement. Mais si on a notre aptitude, on peut toujours faire des modifications, effectivement, ces documents-là. Bon, OK. Je ne peux plus m'occuper de moi, je commence Alzheimer, etc. J'ai nommé mon mandataire, c'est beau, tout est légal. Mais la famille, il y a une famille autour, puis ils pensent que le mandataire, il remplit mal ses fonctions. Est-ce qu'il y a quelque chose de possible, je ne sais pas moi, pour changer de mandataire ou... La nomination du mandataire est quand même importante. Donc, avant de destituer un mandataire, il faut vraiment avoir des bonnes raisons. Donc, il faut prouver qu'il y a de l'abus, abus physique, abus financier. Donc, il y a une preuve qui doit être faite devant le tribunal à cet effet-là. Donc, la nomination de quelqu'un comme mandataire est toujours très, très, très respectée parce que c'est une preuve de confiance. Là. Donc, on présume que s'il n'y a pas eu de modification de nomination de mandataire en cours de route, alors que la personne était apte, c'est parce que c'était vraiment le vœu de la personne inapte, que ce soit cette personne-là qui la représente. Donc, il y a un grand respect pour la nomination qui est faite des mandataires. Alors, il faut vraiment avoir des bonnes raisons, puis il faut qu'il y ais une preuve qui soit faite devant le tribunal qu'il y a de l'abus, puis que, dans le fond, là, la tâche n'est pas bien remplie. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment que je vais appeler ça le conseil de famille, être devant l'avocat pour amener ça. Il faut consulter un avocat puis aller devant le tribunal, faire une preuve à cet effet-là, et le tribunal va décider qu'est-ce qu'il y en est. Et encore une fois, tout comme l'autre, on n'a pas à l'inclure nécessairement dans notre testament. Non. C'est traité différemment. C'est ça, c'est ça. C'est un document qui est totalement indépendant, donc qui s'applique au moment où on est vivant. On est inapte, mais on est encore vivant, alors que le testament, c'est au moment du décès, donc 2 documents totalement distincts. Alors, si on résume tout ça, le testament, bon, il y en a 3 sortes. Mais on a parlé de l'holographe, on a parlé du testament devant témoin. Ensuite, on a parlé procuration.
encore là, qui peut se faire à la main, mais ça prend des témoins. On a parlé de mandat d'inaptitude, mandat de protection. Encore une fois, on peut le faire soi-même, mais pour être vraiment en sécurité, le testament, procuration et mandat de protection, si c'est notarié, on s'assure à ce moment-là que toutes les lois ont été respectées et qu'on met les bonnes informations là-dedans. C'est ça, exactement. Puis on est là pour conseiller, nous, c'est notre travail. Donc, Oui. on est là pour conseiller les gens pour la rédaction de ces documents-là, s'assurer que ça répond à leurs besoins, puis que tout est fait dans les normes. Donc, les lois, on les connaît. Puis, quand on procède à la rédaction de ces documents-là, bien, on sait que tout est légal. On a une responsabilité professionnelle. Donc, si notre travail n'est pas bien fait, on est imputable de ça. Donc, il y a une protection pour les gens aussi, là. Puis moi, j'ai envie de vous demander, bon, première rencontre, moi, je vais vous voir, bon, j'ai l'intention de faire mon testament. Alors là, c'est là que vous entrez en ligne de compte et vous dites, bon, ben regarde, vous devriez penser à ceci, ceci, cela. Peut-être que je vais exprimer certaines choses, moi, certaines choses que je pourrais mettre dans mon testament, mais ça se fait pas tout de suite, là. Non, c'est ça. La façon C'est un premier jet. Exactement. La façon dont ça fonctionne, habituellement, on est capable de régler tout ça en dedans de 2 rencontres. Donc, une première rencontre où on va venir discuter de la situation, où on va poser des questions, et une deuxième rencontre où on va faire la lecture et la signature. Dans la première rencontre, je vous dirais qu'habituellement, on est capable de pas mal avoir toutes nos réponses parce qu'on y va par élimination. On pose des questions, on fait réfléchir les gens, puis souvent, l'évidence, en fait, vient par elle-même. Donc, les gens trouvent leurs réponses de par nos questions, puis disent « Ouais, bien finalement, non. » On est capable de les faire évoluer, donc, dans leur réflexion. C'est sûr qu'il y a des fois où les gens sont vraiment embêtés, donc vont nous revenir. Puis des fois, on va se revoir une deuxième fois avant de faire le testament. Mais habituellement, je vous dirais là, que dans 95 des cas, on est capable de tout régler en dedans de 2 rencontres. Mais par contre, on a eu une première rencontre, on peut prendre le temps de digérer tout ça, puis dire, bon, ben OK, soit telle affaire, le notaire avait raison, mais bon, j'aimerais peut-être faire ajouter quelque chose. C'est ça. Et lors de la deuxième rencontre, là, on finalise ce qui a été dit, ce qui a été décidé. C'est ça. Oui, il n'y a pas de façon de procéder. On y va avec... puis des fois, les gens ont besoin de prendre du recul par rapport à ça, parce que ça fait beaucoup de questions, ça fait beaucoup de... Donc, des fois, là, ça change en cours de route. On nous rappelle, on fait les modifications. Tant que le document n'est pas signé, on peut toujours y apporter des modifications. Il n'y a pas de problème. Et on peut en refaire un autre. Aussi. Mais bon, moi, je pense que ça fait 3 que je fais là. Parce que, bon, la vie continue et il y a d'autres événements qui arrivent. Le dernier, je n'ai pas fait de modification encore. Cependant, j'ai écrit un petit mot dans une enveloppe pour quelques dons d'objets précieux pour moi que je donne. Ça a-tu une valeur, ça, là? Légalement, non, j'imagine. Bien, oui, parce que c'est une volonté, en fait, de vouloir donner certains biens. Puis, il y a une pratique aussi entre les notaires où souvent on va prévoir dans le testament que les gens ont la possibilité de faire une liste de certains biens qu'ils veulent laisser à certaines personnes en particulier, mais des biens qui n'ont pas de valeur pécuniaire importante. Et on demande aux héritiers, aux liquidateurs de respecter cette liste-là. Formellement, légalement parlant, cette liste-là devrait faire l'objet d'une vérification devant le tribunal. Mais comme c'est des biens qui sont de peu de valeur, on ne se formalise pas trop. Oui, parce que j'en ai... En tout cas, il y a des choses que je donne et qui sont vraiment marquées dans mon testament. Telle affaire va, par exemple, à mon petit-fils, à ma petite-fille. Le nom est marqué, tout ça. Mais grand-papa, des fois, il évolue avec le temps. Ben voilà, j'espère qu'on a fait pas mal le tour de la question. Merci infiniment de tous ces précieux renseignements que vous nous avez donnés lors des 2 émissions, soit sur le testament ou celle-ci sur la procuration ou mandat de protection. Ça a été un grand plaisir. Et j'invite les gens à nous revenir parce que lors de la prochaine émission, je vais recevoir Mme Nicole Cloutier, qui est animatrice pour le groupe Deuil, Entraide, l'Arc-en-Ciel. D'ailleurs, à ce niveau-là, et je vais en reparler un peu avec Mme Cloutier, il existe sur le site de la TV-CRA une série d'émissions que j'ai faites avec elle, 12 émissions, mais vraiment axées sur guérir de son deuil. Alors, prochaine émission, on s'en reparle un petit peu. Et je vous dis à bientôt.